Culturec, le magazine des arts et des créations, le magazine de la culture dans toute sa splendeur. Mars, le mois dédié aux femmes. Votre émission culturelle va naturellement se décliner au féminin avec un trio de femmes triées sur le volet. D'abord, Zénix, première femme graffeuse au Sénégal. Dieynaba Sidibé, alias Zénix, est rappeuse, slameuse, spécialiste dans le domaine du graffiti. Sous la houlette de son mentor Docta, cette jeune artiste de la banlieue dakaroise a su creuser son sillon dans le domaine du graffiti. Pour en devenir une référence, et Mam Famagay l'a rencontrée pour nous. Culturec également va parler aujourd'hui de photographie avec Notre-Dame. Il s'agit d'une jeune artiste de la banlieue qui a également utilisé l'art de la photographie comme un exutoire. Ina Cham, alias Ina Makosi, raconte à travers l'image ce qu'elle ne peut exprimer avec des mots. Enfin, Culturec reçoit aujourd'hui une invitée spéciale. Il s'agit d'une grande dame. Elle est surnommée la maman de la danse africaine. En 2014, elle était classée parmi les 50 personnalités africaines les plus influentes dans le monde. En 2019, elle recevait le prix d'excellence de la CEDEAO dans la catégorie des arts et des lettres. En 2021, lors de la Biennale de Venise, elle décrochait le Lion d'or de la danse et tout dernièrement, le prix de nouveau maître de notre temps lui a été décerné. Aujourd'hui, elle nous fait le plaisir de nous recevoir chez elle, dans son école, son arbre de paix et de spiritualité. La grande Germaine Accotier est l'invitée spéciale de Culturec et je m'en vais tout de suite la rencontrer. C'est parti. Bienvenue encore une fois dans Culturec qui, comme je vous l'ai dit à l'entame de mon sommaire, déroule le tapis rouge à une grande dame. Elle est surnommée la maman de la danse africaine. La grande Germaine Accotier a bien pu faire cette émission avec nous et c'est un plaisir. Bonjour Germaine, rebonjour Germaine, je dirais même. C'est un plaisir de vous accueillir dans Culturec. C'est un plaisir pour moi parce que j'ai regardé vos émissions. Elles sont très bien faites. C'est pour cela que j'ai accepté de recevoir à la maison chez moi. En tout cas, c'est un honneur pour nous. Alors, on va démarrer tout de suite cette émission avec vous. Germaine, je vais vous demander de vous livrer un exercice qui n'est pas facile. Vous parlez de soi. Qui est Germaine? Je m'appelle Germaine Marie Pentecôte Sénabou Accotier. Je suis née à dimanche de Pentecôte. Vous savez, au temps de l'AOF, on est envoyé tous les Africains dans chaque pays. Et mon père avait un ami très proche de lui. Il s'appelle Dabo, inspecteur principal des impôts, qui était au Bénin. Quand je suis né, on avait pour une seconde. Et Mariama Diallo, Montos Manarou, elle vit encore. Il n'y a pas longtemps que je l'ai rencontrée. C'est pour cela que je suis très heureux de parler d'elle. Elle a 102 ans. Et voilà. Et bien sûr, je suis né au Bénin. Et j'ai le geste sénégalais, parce que je suis arrivé à l'âge de 5 ans. Ma grand-mère m'a élevé ici.
donc Marie-Louise Mendy. Et donc, j'ai grandi à Corée, toutes ces terres de Corée. Et après, j'ai grandi à la Médina. Donc, chez les sœurs de Saïd de Médina, où j'ai vraiment fréquenté la jeunesse là-bas, où j'ai grandi, où j'ai appris à aller à l'école, à faire le ménage, les bonnes et tout ce que j'ai fait là-bas, maintenant je les mets dans mes spectacles. Et ça m'amuse beaucoup. Alors, comment Germaine est-elle devenue danseuse? À quel âge avez-vous commencé à danser? Eh bien, comme toutes les petites filles en Afrique, j'aimais bien danser. Et voilà, donc, étant en Corée, quand j'étais petite fille, je ne parlais pas la même langue que les autres. Donc, j'ai appris le Wolof. Et c'était pas facile. Donc, pour une communication, quand on dansait, je dansais comme les arbres. Il faut qu'on danse comme les arbres. Il faut qu'on fasse ceci. Il est dit. On m'appelait la folle. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'étais folle. Comme, voilà, je dansais d'une façon un peu spéciale. Et je me rappelle de mon oncle Amadou Paris, qui était un grand homme, qui était maire de Corée. Et voilà, il dansait, il parlait d'un grand rire merveilleux. Et donc, je crois que cette folle a grandi en moi. Et quand j'étais au lycée, j'étais pas très doué en mathématiques. Mon père était désespéré parce que, il voulait que je fasse des études, universitaires, servait à Conny, Tourne à Conny. Et, mais la directrice m'a dit, ne vous désespérez pas, elle est forte en chimie. Vous voyez, j'avais cette force et j'étais doué en éducation physique et sportive. Et c'est ce qui m'a suivi. Et c'est comme ça que vous avez commencé la danse? Écoutez, quand je suis allé à l'école Simon Siegel à Paris, j'avais 18 ans. J'ai eu un fils, Patrick Agoni, qui est maintenant, qui est directeur de l'école des Sables, qui a eu son agrégation en art spectacle. Et donc, j'ai appris la danse comme en Europe. J'ai appris la danse classique, j'ai appris la gymnastique harmonique, et il y avait le sport. J'ai choisi danse et sport. J'ai appris la danse classique, j'ai appris la danse rythmique, j'ai fait des stages, et surtout, j'avais aussi tout de suite cette impression que j'avais pas le corps comme les Européens. Et il fallait adapter les mouvements à un sport. Et donc, Madame Marguerite Laurent était une femme extraordinaire, à l'écoute. Donc, elle m'a beaucoup renseigné. Et donc, quand je suis rentré au Sénégal, j'ai été professeur à l'école, au lycée Kennedy. C'était le collège des jeunes filles qui est devenu le lycée Kennedy. Et donc, en même temps que je donnais des cours, je disais, on va danser, j'avais la main, et je donnais des cours on faisait le lancer de poids, le son moteur, mais en même temps, je travaillais avec les jeunes filles à faire de la danse rythmique, en rythme. Et donc, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup suivi, et je me suis dit que j'étais avec Félicité Diouf, et nous étions les deux premières de l'éducation physique au Sénégal. Elle aussi était Corée. C'est une bonne transition pour me parler du lycée John Fitzgerald de Kennedy, parce que ce que les plus jeunes ignorent certainement, je l'ai appris d'ailleurs en faisant mes recherches pour vous interviewer, c'est qu'on doit la création de la danse des majorettes du lycée Kennedy en 1975. Vous aviez à l'époque sollicité les services du grand tambour-major de Ndiaye Coumba Rose, qui n'est plus. Comment est née cette idée de création des majorettes, et surtout quelles étaient vos relations avec l'illustre de Ndiaye Coumba Rose? Alors, quand j'étais au lycée Kennedy, j'ai vu
un jour, 4 avril, un défilé avec des filles majorettes de Saint-Maur. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que le défilé soit fait avec des filles de France, d'ailleurs. Et quand j'étais à l'école, professeur, c'était Madame Ndiaye, c'était une femme française, Marianne Sénégalais, qui était la directrice. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, mais on pouvait faire des majorettes sénégalaises. Elle a été tout à fait d'accord. Et bien sûr, Doudou Ndiaye Rose, c'est toujours proche de moi. Et Julien Fouga, qui m'ont beaucoup aidé quand j'étais à l'école, quand j'étais directrice de Moudra Afrique, une école qui a été fondée par Maurice Pécha et le président Senghor. Ce sont deux personnalités qui m'ont supporté et j'ai dit, ben, waouh, mais à qui s'adresser, ce grand maître tambour, Doudou Ndiaye Rose, il m'a dit, d'accord, jamais. Il a pris, je crois, 9 de ses enfants, ils étaient là. Et bon, nous avons commencé les répétitions. Et pour moi, bien sûr, j'ai appris le savoir qui était extrêmement difficile. J'entends souvent cela, que le savoir, c'est très difficile. C'est très difficile. Non, c'est difficile. Pourquoi? Oui. Tout ça, c'était extrêmement difficile. Donc moi, j'ai pris l'essence du savoir. J'ai pris aussi l'essence des autres danses. Parce que je connais les danses traditionnelles. Mais j'ai voulu en faire quelque chose d'autre. Voilà. Et j'ai dit avec vous, on commence à avancer. Et lui dit, bien sûr, ça, ta, 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 ta. Vous savez, ce sont les danseurs qui inspirent les musiciens. Quand on a un bon musicien, c'est qu'on a un bon danseur. Et ce rythme, ce déhanchement que j'ai pris, il a tout de suite trouvé le rythme. C'est inspiré par mon mouvement. Donc, je trouve extraordinaire cette combinaison. Et que maintenant, les marcherettes sont devenues une institution, ce que je n'aurais jamais pensé. Imaginé à l'époque. Pour moi, c'était un divertissement de le faire. Et après, il y a eu les autres élèves qui ont continué. Quelles étaient vos relations avec Ndiaye Rose? Mes relations avec Ndiaye Rose, j'étais directrice de la section danse, déjà à l'Institut national des arts. Il était le batteur. Donc, il m'a toujours suivi et conseillé. Puis après, j'ai eu Arona Ndiaye qui a été mon batteur. Et encore plus précieux, c'est quand j'ai rencontré mon mari, Helmut Fox, actuellement. Il était là. Il a dit à Helmut, il faut prendre soin d'elle, il faut pas, il faut prendre soin d'elle. Donc, même, et à Moudra Afrique, et à tout, il a été le lien avec moi, et même comme ça, et il a toujours travaillé avec moi. Et je pense que malheureusement, on ne leur a pas rendu les honneurs et les hommages de son vivant. Alors, on saurait évoquer le parcours de Maman Germaine sans parler de la Casamance, cette région du sud du Sénégal, dont les différentes traditions ont eu un impact certain sur votre façon de danser, de vous mouvoir. Comment ces traditions casacaises ont-elles impacté votre façon de danser, Germaine? Mais bien sûr, moi, j'ai commencé ma carrière de prof d'éducation physique en Casamance. En regardant les danses de la Casamance, on a l'impression que ce sont des biches qui dansent. J'ai toujours cet impact, je vois toujours les arbres et le fromager, qui est le symbole de ma technique, cet arbre, qui est tellement bien enraciné et qui va ailleurs pour prendre les aliments d'ailleurs. C'est le donner et le recevoir. Donc, la Casamance m'a beaucoup influencé. J'ai rencontré le vieux Saïna, un homme guérisseur qui soigne avec des racines. Donc, j'ai été dans son village et avec les racines, il m'a béni, il m'a conseillé.
et je dansais autour des arbres. La danse, toujours présente. Oui, je dansais autour des arbres dans cette forêt magique. Et je lui ai parlé aussi de Helmut. Il m'a dit, ben, vous venez, je vais vous donner un terrain. Et donc, Helmut et moi, on a eu un terrain à Fontenay où on recevait des danseurs de tout le monde entier et qui dormaient chez l'habitant. Et la cuisine était faite par des femmes du village. Et le bougueur qui battait par un bouvier. J'avais tout là-bas, les batteurs du village. Et leur expliquer que on devait faire venir des gens du monde entier. Et qu'ils allaient profiter aussi de cette manne qu'on faisait venir. Donc, on a vécu à Angoulême, on a fait 7 fois le faire venir des gens d'Europe et d'Amérique là-bas. Et à la fin de stage, 3 semaines, on faisait des démonstrations, des gens qui venaient de Ziguinchor et tout, je me souviens d'un maire qui venait, qui se souvenait, qui m'a rencontré ici, qu'on dansait dans la forêt. Et donc, mais au moment où il y a eu des événements, voilà, des événements on a été obligé d'arrêter, parce qu'on a emmené les gens devaient arrêter. Et là, c'est là, à ce moment, on savait plus où aller. Et moi, j'aime bien la forêt. C'est vraiment un élément essentiel de la danse traditionnelle africaine. C'est un dialogue permanent avec le cosmos. Donc, Jacqueline m'a dit, mais je connais quelqu'un qui vit dans un village, près de Dakar. C'est à Touba-Talon. Et je me disais, je vais acheter un terrain pour la retraite. Et le chef du village, Maïkoudjaï, nous a menés par ici. Il y avait personne, nous étions les premiers, personne. Nous pensions être les rois de la forêt. Il y avait sur les collines des barbades et tout. On était les seuls, on traversait avec les élèves. Toute la forêt, on allait. Et grâce à Julien Chenet, d'autres sont venus. Très passionnant ce que vous nous racontez là, on aura l'occasion d'y revenir. Dans Culturec, Germaine, nous marquons des pauses pour visiter d'autres domaines de la culture. Je vais vous inviter tout de suite à découvrir une jeune artiste qui vit dans la banlieue de Dakar. Elle s'appelle Dieynaba Sidibé, mais c'est Zenix qui est son nom d'artiste. Elle fait du rap, elle fait du slam. Elle est spécialiste dans le domaine du graffiti. Elle a creusé son sillon dans ce domaine pour en devenir une référence. Et Mamfa Magaye l'a interviewée pour nous. C'est parti. Bienvenue dans Culturec, votre rubrique. L'invité reçoit aujourd'hui Dieynaba Sidibé, alias Zenik, la première femme graffeuse du Sénégal. Nous sommes allés à sa rencontre dans son atelier au centre culturel Léopold Sédar Senghor de Pikine. Bonjour Zenix, merci de nous recevoir dans votre fief. Bonjour Fama, merci à vous d'être venu. Et bienvenue à Africulture Urban, à Buntu Pikine, complexe Léopold Sédar Senghor. Mon nom c'est Dieynaba Sidibé, alias Zenix, première femme graffeuse au Sénégal, artiste slameuse. D'où vient le nom Zenix? J'adore cette question parce que c'est une question qui me permet toujours de rendre hommage à mon mentor, Graphix. Parce que si vous entendez Graphix, vous entendez Zenix, c'est la même sonorité. Donc, les deux X de Graphix sont revenus aux deux X de Zenix. Il y avait le DJ de Matador à l'époque, DJ J Master, qui me taquinait beaucoup, qui disait Graphix, Zena, Zenix. Et c'est lui qui a créé ce nom. Avec ce jeu de mots, il a créé ce nom. Et j'ai préféré garder parce que de un, c'est original.
Et de deux, je me suis dit, tiens, en fait, c'est quelque chose qui va me permettre de pouvoir rendre hommage à Graphix à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Depuis quand êtes-vous piqué par le virus du graffiti? Alors, moi, j'ai été piquée par ce virus, je pense que j'étais encore adolescente. Parce qu'au début, j'aimais juste être en contact avec la peinture sans comprendre le pourquoi. J'ai découvert le graffiti à la télé et je me suis dit que ça, c'est ce qu'il me faut parce que c'est une plus grande surface d'expression, c'est des murs. Et avant, bon, voilà, j'y allais à l'aveuglette sur des toiles que je créais moi-même. Et c'est comme ça que j'ai demandé à des amis qui m'ont dit, écoute, tu vas à Africulture-Ban, tu vas trouver Graphix, qui est le graffeur maison de Africulture-Ban, tu lui demandes, il t'apprendra à graffer. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc, parlez-nous de vos débuts dans ce milieu. Alors, mes débuts dans ce milieu, je dirais pas que c'était pas très fun, mais en tout cas, je sais que il faut vraiment avoir un vrai mental d'acier pour rester dans ce genre de milieu qui est un milieu très masculin. Donc, être la première femme à faire la discipline que j'ai choisie, le graffiti, devoir côtoyer des murs parce que c'était pas très évident. Parce qu'à l'époque, déjà, de voir les femmes faire certains métiers, c'était peu courant. Et j'ai commencé, voilà, timidement avec Graphix. Et au fur et à mesure, j'ai été adoptée par l'association Africulture-Ban. C'est comme ça que j'ai évolué petit à petit et j'ai commencé à côtoyer les autres graffeurs. J'ai commencé à faire des ateliers de graffiti lors des festivals Festa 2H organisés par Africulture-Ban. J'ai commencé à participer au festival Festigraph, qui est le premier festival africain de graffiti organisé au Sénégal par Dorandem Squad de Docta. Donc voilà, j'ai connu beaucoup d'artistes, mes frères graffeurs, à travers ces différentes plateformes. Je sais que c'est une question qui va venir parce que ça vient toujours. Comment est-ce que j'ai été accueillie par des hommes et tout. Mais moi, je tiens toujours à préciser que les hommes de ce mouvement, les hommes, en tout cas, en ce qui me concerne pour ce qui est du graffiti et du street art, j'ai toujours été respectée par les acteurs de cet art-là. Et il y a un respect mutuel qui a toujours été là. Et aujourd'hui, on parle d'une famille. Donc, ce qui était fâcheux un peu, c'est mes blocages du début. Parce que souvent, quand on est dans des milieux comme ça, on se dit que peut-être quand on va parler de marginalisation, ça va venir des hommes et tout. Mais moi, contrairement à mon histoire, moi, j'ai plutôt eu un problème avec le public, donc les passants. Moi, c'était les regards extérieurs. Comme on dit, l'enfer, c'est les autres. Ouais, c'est ça. Donc, les regards extérieurs. Et vous jugez? Voilà, c'était des jugements que je n'arrivais pas à digérer au début. Mais au fur et à mesure, j'ai compris. Enfin, j'ai essayé de positiver au maximum parce que tu es obligé d'avoir un mental d'acier pour pouvoir rester et voir sur quelle branche réelle t'accrocher. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle, dans ma vie artistique et voilà, dans beaucoup de choses, même dans ma vie personnelle, de pouvoir positiver au maximum. D'accord. Au début, votre mère n'était pas d'accord que vous fassiez ce métier. Donc, comment vous avez arrivé à la rassurer? Pour elle, il était hors de question que je sois artiste. Il était hors de question que j'aille côtoyer des murs, que je sorte dans les rues, que je tienne un micro pour chanter ou slammer ou autre chose. Mais bon, je pense que j'y suis quand même arrivée parce que je lui ai juste prouvé en fait. Parce que mon premier voyage à l'international, c'est grâce au graffiti, où je suis allée en France, à Lille, dans un festival qui s'appelle la Braderie de l'Art.
Vous vous battez pour l'égalité des sexes en créant des graffitis. Vous êtes aussi de tous les combats de sensibilisation des femmes. Êtes-vous féministe? Alors non, je ne m'autoproclame pas féministe, mais je me penche sur des combats qui font sens pour moi. C'est-à-dire, c'est pas parce que je fais des fresques sur l'autonomisation des femmes ou bien des fresques de sensibilisation sur les cancers du sein ou du col de l'utérus qui font de moi une féministe. Donc, je ne me focalise pas seulement sur un truc ou voilà une seule cause, mais il y a plusieurs causes à défendre. Slammer, graffeuse, chargée de communication d'Afrique urbaine. Comment vous gérez tout cela? C'est ma passion, c'est devenu mon métier et je jongle avec. Ça me fait vivre et de la même façon que je fais vivre ces différents éléments. Concernant l'aspect social du hip-hop chez Afrique urbaine, vous utilisez comme un moyen de réinsertion les détenus et leur donner une seconde chance de s'insérer dans la société. Oui, Afrique urbaine a un projet qui s'appelle YUMA, le Youth Urban Media Academy, qui est un projet qui vise à offrir une deuxième chance à d'ex-détenus mineurs de la prison Forbé. Donc, on a fait ça pendant 2 ans. C'était un programme pilote qui a pas mal marché, où on a reçu plus de 14 jeunes dans différentes cohortes, donc qui ont eu des formations en multimédia, photo, vidéo, montage, qui ont eu aussi à faire français, anglais, social living, community management et pas mal de choses. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce projet-là a refait beaucoup de vie. Vous avez des projets en vue? Plein de choses en tête parce que voilà, on dit que ne riez pas des rêves des autres car ceux qui n'ont pas de rêve n'ont pas grand-chose. Donc oui, beaucoup de projets, pas mal de choses à venir. Peut-être voilà, bientôt une exposition en solo avec Zenix Entertainment. J'ai mis en place une formation qui s'appelle Graphol, qui est une formation gratuite en graffiti pour des jeunes ayant déjà une base en dessin, en peinture ou en graphe et qui souhaiteraient se professionnaliser là-dessus. Votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est toujours le même. Aux jeunes, ne laissez personne décider à votre place de ce que vous allez faire demain, le métier que vous voulez faire. On a la fâcheuse habitude de prendre des décisions à la place des gens. Ouais. Alors que nous n'avons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes façons de voir les choses, de les vivre, de les sentir, de les ressentir. Et on doit apprendre de nos erreurs. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, et encore, on a le droit de tomber, mais on a le devoir de nous relever de nos chutes. Merci à Zenix et surtout à notre chroniqueuse Mme Fama Gueye pour cette interview. Une interview que nous avons suivie ensemble. Germaine, le graffiti, un art social très engagé, très pratiqué de nos jours par des jeunes pour exprimer leurs sentiments, mais aussi donner vie à certains quartiers de la capitale, certains quartiers de Dakar. Que vous inspire cet art social engagé? Que vous inspire ces fresques réalisées par ces jeunes artistes? Au départ, je trouvais que le graffiti, c'était pas l'art. Au départ, ça me gênait. Je trouvais que peut-être lui me mettait parce que je connaissais pas. Et petit à petit, j'ai vu que c'était quelque chose qui sortait de nous et qui disait vraiment, comme vous savez, je sentais les images à travers moi et je me disais, ah, ils sont en train de dire quelque chose. Ils sont en train de dire leurs sentiments. Comme on danse, quand on a envie de dire quelque chose. Et de s'exprimer à travers leurs fresques qui deviennent. Petit à petit, j'ai suivi de plus en plus ces jeunes qui
voilà, ça pouvait être une thérapie, juste un trait, juste pour alors envoyer de la rage ou un sentiment. Parce que même pour faire la graffiti, il faut se servir de son corps. Absolument. Il faut se servir de son corps. Et justement, quand je vois ces grands murs, je me demande comment ils font. Je me demande comment ils font. Et c'est vraiment quelque chose pour enlever quelque chose qui sont à eux, ou de dire quelque chose qui sont à eux. Et de plus en plus, au début que je considérais pas que c'était de l'art, je vois maintenant que c'est une façon de s'exprimer assez extraordinaire. On en revient à votre parcours. En 1968 déjà, vous créiez votre propre école de danse. 1968, c'est également l'année où vous avez été remarqué par le président poète Léopold Sédar Senghor, chantre de la négritude, qui tombe sous le charme de vos techniques de danse et décide en 1975 de vous introduire auprès d'un certain Maurice Béjart. 1977, c'est l'année de la création de Moudra Afrique. Racontez-nous Moudra Afrique, Charles. Alors, Moudra Afrique, c'est la première école panafricaine de formation pour les artistes. Et on a eu les élèves, ils étaient une douzaine de Burkina Faso, de la Martinique, des Sénégalais, bien sûr. Au départ, les gens étaient absolument contre. Ils ne comprenaient pas ce que c'était. Les danseurs, on a eu la chance que le président Senghor les a logés au HLM. Il y avait un bus qui les amenait. Ils avaient de quoi manger. C'était une pension. Et c'était Massi Diaye, qui était le premier directeur administratif, qui a compris cet élément essentiel du travail que nous faisons. Lui, il donnait les cours théoriques. Et donc, et c'est là que Doudou Ndiaye Rose et Julien Jougard ont été vraiment les supports de ce travail-là. Et Doudou Ndiaye Rose s'est inspiré, bien sûr, les Rosettes, il donnait pour la première fois des cours de rythme à des femmes. Donc, ça l'a beaucoup inspiré aussi. Et donc, cette école se faisait en 3 ans. Et c'était magnifique. Parce qu'il faisait de la musique, du rythme, de la théorie, l'histoire faisait de la danse traditionnelle, faisait ma technique de danse, faisait tout ce qui pouvait les inspirer, qu'un danseur pouvait se servir de tout son corps. Donc, c'était une manière de former des danseurs qui ne soient pas seulement des danseurs, qui soient ouverts à d'autres arts. Avec tout ce travail de communication, de travail du corps, nous avons fait un premier spectacle, Kuma Amoulay, qui a eu un grand succès. On a même voyagé en Afrique avec. Et ramené que la mère de Diane, je ne savais pas que Diane existait, moi. Je croyais que c'était une invention. C'était une invention. Voilà. Et moi, j'étais la mère, j'étais la mère méchante. Il y avait une élève qui jouait l'enfant, il y avait les 2 enfants, vous voyez, qui allaient on avait la pierre sale, à la mère de Diane. Et ce qui a été extraordinaire, c'est quand je suis venu ici, on marchait comme ça en voiture. Je dis, mais Diane existe. C'est là que j'ai découvert et là, on venait, et j'étais complètement, Doudou Ndiaye jouait, et j'étais comme vraiment possédé. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque, mais surtout de vos relations avec le feu le président poète Senghor? Eh bien, vous savez, il était entouré d'Antillais, d'Européens. Et j'ai eu vous savez, il y a eu aussi pas de bagarres, mais des frictions. Des frictions
entre les écrivains haïtiens ou martiniquais avec les écrivains africains ou sénégalais. J'ai écrit au président Senghor en disant qu'il fallait qu'il regarde un peu aussi, c'était bien, il était très généreux pour accueillir les Haïtiens, d'autres pays, du Brésil et tout ça, mais aussi que nous, on existait aussi. Et c'est en fait Roger Garaudy, des passages qu'il m'a vu dans ma salle de danse. Il m'a dit, en fait, c'est de la technique. Et il en a parlé au président Senghor. Il a dit, vous savez, vous voulez faire de l'Afrique, la Grèce de l'Afrique, vous avez des arts plastiques, vous avez la littérature, mais la danse, elle est là. Donc, il m'a reçu aussi. J'avais envoyé ma lettre. Et grâce à Garaudy, il m'a reçu. Et je lui ai dit, mais voilà, voilà ce que je fais, mais vous pouvez pas l'imaginer dans votre fauteuil ou chez vous comme ça. Vous devez venir me voir. Et c'est là que Maurice Sonar Senghor, un grand patron du théâtre, a dit, voilà, tu viens à Sorano, et le président Senghor est venu l'après-midi, pendant mon oui de maison. Et il a vu mon travail, et il a dit, c'est bien, mais moi, je ne peux pas juger. Il faudrait que je vous présente à Maurice Béjart. Et c'est là que j'ai eu la chance, en 1975, il était invité par le roi Baudouin. Et j'ai été avec lui et ma conseillère, Marianne, j'ai oublié son nom de famille. Et j'ai donné un cours. J'ai donné un cours à Moudra, Bruxelles. Et je crois que déjà été inspiré. Mais il n'a pas parlé avec moi, il a fait des compliments au président Senghor qui m'en a parlé. Je dis, mais non, mais je ne peux pas. Je dis, mais c'est à moi qui devrais parler. Et j'ai dit, voilà, je vais voir Maurice, et s'il baisse les yeux, c'est que j'ai gagné. Mais c'est que Maurice, il est très humble et tout. Je regarde comme ça. Il avait sujet des courages, et après ça, donc Maurice, quand il a été à une conférence, je crois, dans un pays africain, on lui a demandé de créer une Moudra en Afrique. Il y avait le Casablanca, il y avait le Maghreb qui voulait, il y avait aussi l'Inde, il y avait aussi, et il a dit, bon, je vais aller au Sénégal, parce que d'abord, mon ami le président Senghor, et j'ai un quart de son sénégalais. Et il n'y a jamais d'inconnu qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que nous avons eu la chance et le bonheur que Maurice Béjart soit venu au Sénégal. Et je sais que ça a créé des frictions entre nous et l'art plastique. Quand nous avons fait le musée de l'art. C'est dommage. Parce que, bien sûr, moi je pensais aussi que l'art plastique et la danse pouvaient cohabiter. Vous voyez, on pouvait faire des expositions, parce qu'on avait des salles, et que la danse, c'est la même pour tous les arts. On pouvait interpréter les tableaux, etc., etc. Et donc, c'est dommage. Bon, on a appris après à faire ces pas. J'ai appris en lisant un hommage que vous a rendu, je pense que c'est une de vos élèves. Elle s'appelle Ma Aïssata Bangoura. J'ai appris en la lisant qu'en 1979, Aline Diop de la revue Présence africaine et Aimé Césaire avait visité Moudra Afrique et qualifié cette institution de capitale du monde noir. Qu'est-ce que ça vous a fait à l'époque, Germaine, de jouir d'autant de reconnaissance de la part de chantres de la négritude comme Césaire ou Aline Diop? Eh bien, ça a été une reconnaissance quand ils sont venus, ils ont dit Moudra, c'est le monde noir, c'est la capitale de la danse. Eh bien, j'étais impressionné. Et heureuse d'avoir été reconnue, cette institution, par les gens aussi célèbres que Césaire et Aline Diop, et le président Senghor.
Donc, ça faisait trois personnalités. Ce n'était pas seulement le président Senghor. Et donc, ça me rassurait qu'on ne disait pas que c'était une propriété du président Senghor. Et donc, là, quand même, je me suis dit, il ne faut pas rater le coche. Et j'ai parlé aux danseurs. Et vraiment, tous les matins, je venais très tôt. Et on a vraiment travaillé dur pour que Moudra Afrique garde ses ponts. Mais on avait une association, c'était puis on avait décidé que les pays africains pouvaient donner 500 000 francs CFA de cotisation pour maintenir la vie de l'école Moudra. Il n'y a que le Congo Brazza qui a donné une fois. Mais les autres pays n'ont rien donné. C'est donc pour ces raisons que ça s'est arrêté de fonctionner, que Moudra Afrique s'est arrêté Ben non, je crois pas. Seulement, quand le président Abdou Diouf est venu au pouvoir, ben, je crois qu'il y a eu des gens, comment on dit, qui étaient autour de lui, qui étaient contre Moudra. Mais en tout cas, c'est le président Senghor est parti, le président Abdou Diouf est parti, est venu, et l'école Moudra a fermé. Malheureusement. Je ne l'accuse pas. Je n'accuse personne. C'était peut-être mieux ainsi. Parce que quand il y a quelque chose de pas bien, eh bien maintenant, j'ai créé Moudra, après Moudra, une idée ne meurt jamais. Mon mari, à ce moment, je l'ai rencontré, n'est-ce pas, une fois. Et nous avons créé l'école des sages. C'est ce que dans le monde entier. C'est ce que j'allais dire. Il fallait peut-être que Moudra Afrique meure pour que laisse l'école des sages, votre espace dans lequel vous nous avez reçu, votre arbre de paix et de spiritualité, où nous vous avons retrouvé aujourd'hui, Germaine Anconi. Vous y résidez depuis combien de temps? L'école des sages, on a mis 20 ans pour le faire. 92, on a eu la pose de la première pierre en 92. On n'avait pas de l'audace, de la passion en bandoulière, mais pas d'argent. Pas d'argent. Mais on a dit qu'il fallait marquer ça. Et moi, j'avais un studio en France, dans le Marais, que j'ai vendu. Et mon mari avait son héritage. On a dit, on commence. Comment vous faites fonctionner l'école, Germaine? J'imagine qu'il faut quand même de gros moyens financiers pour faire tourner la machine, et ce n'est pas toujours évident. Mais non, c'est pas toujours évident. Mais nous avons toujours reçu des subventions d'ailleurs. Et voilà, on a toujours réussi à avoir des subventions des pays européens. Et grâce à ça, ou alors maintenant, nous faisons donner une petite contribution. Avant, c'était tout à fait gratuit, même pour les Sénégalais. Même si les gratuits ne prennent pas de la valeur. Alors, on les oblige à aller voir le ministère de la Culture, d'aller voir les soucis pour avoir les moyens. Donc, pour payer au moins leur inscription. Nous avons eu sporadiquement des moyens du ministère de la Culture. Je peux dire 2 ou 3 fois. Et des moyens. Donc, nous subsistons grâce à l'aide des pays étrangers. Toute l'année, il y a des sessions, soit chorégraphiques, soit en fait de stages spécifiques pour que ou des stages de formation professionnelle ou pour les amateurs. Donc, c'est le moyen de gagner de l'argent aussi, de faire venir des gens d'ailleurs qui peuvent payer leur séjour. Le moment est venu, encore une fois, dans cette émission, je vous l'ai dit, c'est une émission où l'on marque des pauses.
de parler d'une autre femme. Nous avons tourné cette émission au mois de mars, le mois dédié aux femmes. Donc de faire une autre découverte avec vous au cours de cette émission. Il s'agit d'Ina Makosi. Ina Makosi, c'est une jeune photographe autodidacte qui utilise l'image pour exprimer ses sentiments, ses états d'âme. Pour Ina, la photographie est un exutoire et nous allons ensemble découvrir son parcours tout de suite et revenir sur le plateau. Alors, bienvenue dans Culturec qui aujourd'hui vous fait découvrir une artiste talentueuse. Il s'agit d'Ina Thiam, alias Ina Makosi. Ina Makosi, c'est son nom d'artiste. Bonjour Ina. Bonjour Sarah. Alors, c'est un plaisir de te retrouver ici, chez toi, dans tes murs, dans ton bureau. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Culturec. C'est avec plaisir. Merci d'être venue. Dis-moi Ina, avant qu'on en vienne à ce que tu fais, la photographie, je précise que tu es photographe autodidacte, que tu travailles dans ce domaine depuis près de 15 ans maintenant. Dis-moi Ina, d'où vient d'abord le surnom? J'ai trouvé tellement original, Ina Makosi. J'avais l'impression d'avoir affaire à une photographe de la RDC. Alors ça vient d'où ce nom Makosi là? Oui, Makosi, c'est la question qu'on me pose tout le temps. En fait, il y a des gens sur Internet qui pensent que je ne suis pas sénégalaise. Mais ouais, je l'ai vu dans un livre de Aimé Césaire qui parle de la période où Lumumba avait des problèmes. Ah bah j'ai vu juste alors, moi je te parle de RDC, tu me parles de Lumumba. Oui, t'as vu juste ça, c'est de la RDC, c'est du Lingala en fait. Ok. Et donc quand le moment où Lumumba était persona non grata, il pouvait faire ses rencontres que dans un bar. Et la personne qui tenait le bar s'appelait Mama Makosi. C'est la seule qui osait recevoir Lumumba. Parce que, elle avait de la hargne. C'était une femme forte. Mais Makosi en lingala, ça veut dire sagesse. Est-ce que Ina est sage? Ça on va voir, hein, c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Ouais. De ton parcours, on retiendra en tout cas que tu essaies de décrire à travers l'image ce que tu ne peux pas dire avec les mots. Qu'est-ce que Ina aime raconter à travers l'image, ce qu'elle ne peut pas exprimer avec ses mots? Pourtant, elle n'a pas l'air timide, hein, Ina. J'ai beaucoup de non-dits. Je suis une personne très émotionnelle. Mais en même temps, on vit aussi dans une société avec beaucoup de non-dits, beaucoup d'hypocrisie. Et pour moi, photographier ce que les gens voient déjà ou ce qui est déjà acquis, c'est à quoi bon? Pour moi, si j'ai besoin d'extérioriser ce que je n'arrive pas à dire ou à manifester d'une autre façon. Et c'était important pour moi il y a aussi une très grande recherche en soi pour pouvoir savoir qu'est-ce que je ressens et que je n'arrive pas à dire. Comment je le matérialise en image. Pour moi, c'est important. Je sais qu'en fait, en lisant un peu ton parcours, tu te présentes, tu présentes en tout cas la photographie. Je rappelle que tu es autodidacte et ça, on y reviendra, que tu nous expliqueras un peu comment c'est parti. Tu nous parles de cet art qui te sert finalement d'exutoire. La photo t'a permis à un moment donné de ta vie, notamment de ta jeunesse, en parlant justement de cette enfance, peut-être difficile, je vais mettre entre guillemets, que tu as eue. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop évoquer leur vie privée, d'autres qui sont beaucoup plus à l'aise. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi tu dis que la photo a été un exutoire pour toi. Oui, quand je dis ça, je fais allusion à l'une de mes œuvres qui s'appelle Issue de secours et qui parle de violence sexuelle et de résilience.
Et dans cette œuvre-là, moi, en partie, je parle de mon propre histoire en tant que jeune fille qui a subi la violence sexuelle et que l'art dans son cadre général, plus particulièrement la photo et le hip-hop, sont une issue de secours pour moi. Parce que ça m'a permis comme on en parlait tout à l'heure, de sortir d'un trauma ou d'essayer d'en sortir et de parler de haute voix de ce que j'arrive pas à dire ou que ce que j'arrive pas à faire voir les gens à travers mes yeux ou certaines de mes réactions. Donc c'est grâce à la photo que j'ai pu dépasser ce gap-là et partager ça surtout. De se rendre compte que, écoute, tu n'es pas la seule en fait. Et que le fait de faire ce travail-là a aidé d'autres personnes autour. À sortir de l'ombre. C'est ça. À se confier, à parler, ce qui est une forme de thérapie. C'est ça. C'est une bonne transition parce qu'on est au mois de mars, qui est le mois dédié aux droits des femmes. Et ce qu'on a noté au Sénégal depuis ces dernières années, malheureusement, c'est une recrudescence de violences sexuelles, sexistes à l'égard des femmes. Comment Ina porte-t-elle ce combat-là? Moi, je crois fermement aux histoires singulières qui nous entourent, qui ne font pas forcément la une de la toile. Ça, j'y tiens énormément. Qu'est-ce que tu appelles les histoires singulières qui nous entourent? Parce que tout autour de nous, dans chacune de nos maisons, moi j'ai habité, c'est pas que dans les banlieues, hein. C'est un peu partout. Le hashtag Stop Tonton Saï Saï, je pense que c'est un hashtag qui devrait perdurer. Parce que c'est ça la vraie réalité. C'est dans les maisons, en fait. La violence sexuelle, violence basée sur le genre, conjugale, c'est dans les familles. Donc pour moi, j'ai un travail à faire sur moi et un travail à faire sur ce qui m'entoure. Moi, c'est mon combat de tous les jours. Sortir ici de ce cours, c'était pour moi une façon de juste parler. Mais je me suis rendu compte que ça a fait mieux que ça. Ça a impacté beaucoup d'autres femmes. Beaucoup d'autres personnes m'ont inbox, on a parlé. Et même avant de faire le livre, j'ai fait des recherches, j'ai parlé à d'autres personnes. Et après le livre, il y a tout autour de moi, moi je l'ai vécu, ça a changé quelque chose. Et donc pour moi, c'est de continuer ce travail intérieur et personnel, mais aussi faire ce travail-là sur ce qui m'entoure. Victime, tu l'as été. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une victime de violence? Est-ce qu'elle porte en elle une forme de culpabilité qui n'a pas sa raison d'être? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit au moment où vous avez été victime, vous avez été en proie justement à une injustice ou à une violence? Les formes de trauma sont très différentes, en fait, d'une personne à l'autre. Mais quand je parle, mon cas, de ce qui me concerne, c'est que oui, il y a un sentiment de culpabilité, mais énorme, très lourd. Et puis, il y a une perte de confiance totale. Pas sur soi, mais même les autres personnes, tu te dis, mais c'est je suis juste une proie pour tout le monde. Et donc, tu n'as plus confiance aux autres. Mais en même temps, moi, j'avais tendance à cacher mes sentiments. Quand tu me fais face, tu ne sais pas si je suis contente, tu ne sais pas si je suis en colère, tu ne sais pas si j'ai peur. J'efface tout ça. Comment s'est opérée ta rencontre avec la photo, avec ton meilleur ami, ton meilleur allié, ton appareil? Oui, d'une façon vraiment pas inattendue.
J'ai beaucoup, tout le temps été entourée par des gens qui écoutent le hip-hop ou le reggae. Mes grands frères sont des fanats de musique. Et donc, j'ai grandi dans cet environnement-là. J'ai beaucoup écouté tout ce qui est rap hip-hop américain. Et puis au lycée aussi, au collège et lycée, je faisais partie du club anglais, je faisais partie dans beaucoup qui organisait tout ce qui est concert, battle de danse, tout ça. Mais j'ai joué au basket avec l'ancien DJ de Matador, que j'ai connu au terrain de basket. Et à chaque fois, je lui disais, moi j'aime bien ce que tu fais avec les platines là, je vais venir te voir. Et un jour, j'avais une amie avec qui on était à l'université. On a fini de faire les examens et puis elle me fait, mais allons voir, on va faire la visite d'Afrique urbaine. On arrive, on se présente, tout le monde, ouais, je fais ci et je suis jamais repartie. C'est devenu ton QG. C'est ça, c'est devenu mon QG. Mais en réalité, ce qui m'intéressait, c'était la musique, la production musicale. Tout ce qui est enregistrement, master, mix, j'ai fait ça pendant 1 an. Mais je suis quand même très fan des livres. J'adore lire. Et quand il y a eu le projet de Hip Hop Academy, la partie formation et la partie documentation, j'ai dit, ah ça, j'ai un sanctuaire. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à faire la photo. Parce que gérer le centre de doc, c'est la bibliothèque où les gens peuvent venir s'inscrire et lire des livres, voir des films. Mais il y a une partie où je devais produire de l'archive. En tout cas, félicitations. Tu as un parcours vraiment très beau parcours, très inspirant. Très inspirant, je trouve, enfin le mot, c'est ça, un parcours très inspirant, Ina. Et là, ça nous mène tout droit vers, mais vraiment ta passion, le hip-hop. Parce que ce que je n'ai pas dit encore aux téléspectateurs de Culturec, c'est que Ina Makosi, c'est la photographe, on va dire, des rappeurs. Elle les a suivis, mais sur des années. Hein, en regardant cette table, je pense que il y en a très peu qui connaissent ce format-là, cette cassette-là. Révolution 2000, c'était le PBS hein, avec Awadi et Degeti, mais pas que. C'est-à-dire, sur cette table, on a Bamba Difal, on a G.I. Joe Siggy, enfin, on a Leda Raji, on a Gollebouri, c'est ça? Ouais. Ça, c'est le rap poulard. Le rap poulard, on a Nix. Hein? Non, tout ça pour dire que tu suis les rappeurs depuis un moment. Tu assistes à tout. Tu assistes à toutes les scènes qu'ils font, les festivals. J'ai même lu un article où tu dis le hip-hop Galsen en photo, le tunnel, renvoie en général à quelque chose de sombre, d'incertain, d'inquiétant, un chemin qu'on emprunte par défaut. Étant adolescente, j'ai emprunté un tunnel sans m'en rendre compte. J'étais fan de ma défunte sœur Absa quand elle traînait avec des groupes de rap comme Pinal Gang, Tingiribi ou même African Urlubi. J'empruntais ce tunnel sans le savoir quand mes frères Bakari et Idi me faisaient écouter D12, Onyx ou Wu-Tang Clan. J'avais à peine 14 ans. 15 ans après, je suis devenue photographe et je suis le hip-hop à travers ces différents événements. Conférences, concerts, battles, cyphers, festivals, forums. C'est là où je me suis rendu compte que j'ai emprunté un tunnel, mais ce dernier n'était pas obscur. Il est au contraire lumineux et éclaire mon chemin. Il m'a renseigné qui j'étais réellement, d'où je venais et en permanence, il m'a donné de la confiance, m'a offert une seconde famille et des opportunités pour voir le bout du tunnel. Le tunnel qui t'a offert des opportunités pour voir le bout du tunnel. C'est l'artiste que tu vois sur scène et ce gars qui est chez lui, c'est des extrémités. Genre, c'est très souvent des personnes différentes. Et moi, je sentais une graine de liberté en faisant ce travail-là. J'étais dans quelque chose que j'aimais, dans lequel j'ai baigné depuis petite. Mais en même temps, le fait de prendre des photos, de poser des questions, de filmer et de revenir archiver tout ça, dater les photos, retranscrire les interviews, je savais que ça,
Genre, c'était passionnant pour moi. Quel regard porte Ina sur le hip-hop sénégalais en général, pour avoir vu émerger des générations de rappeurs sur des années? Moi, je pense que c'est devenu très ouvert. Parce que quand tu lis ou que quand les pionniers te racontent leur début dans le rap, ah, t'étais là, ah, moi, si j'étais à cette période-là, je ne serais jamais dedans parce que c'était trop risqué. Mais aujourd'hui, un jour, j'avais un jean déchiré et je suis allée au ministère du Sport. Et je rentre comme ça, tranquille, et le vieux, il a la soixantaine, il me fait, toi, tu as genre, c'est osé, hein? Tu fais ton jean déchiré comme ça et tu rentres, et c'est un gendarme en fait. Et tu rentres comme ça, tu ne penses pas que tu vas avoir des problèmes. J'étais là, ah, ok. Et il me fait, lui, bandit d'indrôle. Genre, tu penses que toi, tu es, genre, il n'y a que toi, tu vois. Et ça, c'est genre le bandit d'indrôle, quoi. Un son de Dip, la soixantaine, et puis un son qui est trash en même temps. Avant, il y a 15 ans, ah non, ça n'aurait pas été possible. Genre, c'est devenu quelque chose de populaire. Ouais. La première génération a fait un boulot de mettre des racines et cette troisième ou quatrième génération est en train de mettre ça dans chacune des maisons. Et je pense que c'est super important, en fait, de prendre du recul et de faire cette analyse-là. Alors toi, en tout cas, tu fais une analyse parce que, parlant du hip-hop, justement, tu parles d'une lumière qui tire son énergie de la rue, qui rend visible des milliers de jeunes originaires de quartiers invisibles. Elle a porté le nom Génération Boule Falé dans les années 90. Elle est devenue Y'en a marre en 2012 et aujourd'hui, elle s'appelle Gatsa Gatsa. J'ai adoré ça quand j'ai lu ça. Raconte-nous un peu, Ina, pourquoi tu l'as décliné comme ça? Oui, parce que moi, je voulais vraiment parler de mon tunnel. Je parle de l'éclairage. C'est qu'il y a une prise de conscience énorme que moi, j'ai eue en écoutant le rap. Genre, ils sont très engagés socialement, très intelligents. C'est les DJ, les matadors, les Keiti. Tu t'assois avec eux, tu te dis, genre, je les salue, 5 minutes, tu pars. Après, tu fais 2 heures de temps sans... Et tu as énormément d'informations. Pour moi, ça, c'est éclairé. Je reparle aussi de Y'en a marre, des périodes de 2012, des rappeurs qui font tomber un régime politique, quand même, qu'on en parle, quoi. Après, il y a eu le ballet citoyen au Burkina. Les autres pays ont copié ce... Il y a eu l'effet domino, quoi. Ben oui, l'effet domino. Et pour moi, ça, c'est une lumière. Ça éclaire. Et aujourd'hui, on parle Gatsa Gatsa. Genre, pendant 2 ans, les dernières émeutes, moi j'étais au Maroc, on a saccagé chez moi. Tu vois, et pendant... Nit Doff a arrêté sa carrière pendant 2 ans. Pas de musique, pas d'enregistrement. Il fait des lives, emprisonnement. Tu sors encore emprisonnement. Mais... je dis ça entre nous. Et il m'a fait écouter des audios où sa mère lui dit « Ay mortal, xamna ne do nopi ». Tu imagines? Et il était là à engagé. Tous les artistes ont sorti un son écrit, enregistré, clippé avec leur propre argent. Un son, ils savent que ce son, ce n'est pas un son qui va vendre, on va TikTok avec. C'est un son pour défendre pour fustiger ce qui se passe. Donc pour moi, c'est assez engagé pour eux et c'est ça la lumière en fait. Lors de la biennale, la dernière biennale, tu as organisé une expo en off justement sur toutes ces images de scène, de rappeurs sur scène que tu as tenu à immortaliser pendant des années. Comment ces artistes ont-ils accueilli cette biennale? Ils y étaient, enfin cette expo? Oui, mais j'étais même impressionnée. Je m'attendais à faire une petite expo, j'en montrais, parce que j'ai tout fait avec cette série, je la prépare depuis 2 ans. Et j'étais là, ouais, je veux exposer, mais l'expo, tu vois, c'est cher, l'impression, tout ça, il faut du soutien. Et là, j'étais là, ouais, il faut que je fasse l'expo.
Et après, je me suis rendu compte, après, il y a eu beaucoup de monde. J'étais là, ah, ok. Finalement, c'est plus une petite exposition, c'est un grand événement. Ouais, ils ont vraiment répondu à l'appel. Mm. Et pour des jeunes autodidactes qui nous regardent en ce moment et que tu vas inspirer certainement, on espère, qui ont envie de faire la photo, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon photographe ou une bonne photographe? C'est quoi une bonne photo? Ouais. En fait, la photo, c'est pas l'appareil. C'est ce qu'on a là. Donc, pour moi, il faut s'écouter. Si on sait qu'est-ce qu'on a là et là, on peut utiliser l'appareil d'une façon authentique. On peut sortir un résultat authentique. Mais quand on se focus que sur la technique, on fait que du copier-coller. Et il y a beaucoup de ça. Moi, c'est ce que je leur dis. Les appareils, même nos téléphones. Il y a des photographes pros, ils utilisent des téléphones. Il y a des films qui sont faits par des téléphones. Donc, ce n'est pas l'appareil. C'est qu'est-ce qu'on a, qui on est, qu'est-ce qu'on veut montrer au monde. Parce que moi, il y a des choses, je n'ai pas envie de les montrer, qu'on dise que ça vient de Ina. Non, ce n'est pas moi, ça. Ouais. Il peut y avoir autant de photographies que de personnes, en fait. Autant de lectures que de photos, en tout cas. Il peut y avoir autant de lectures que de photos. Ouais. Parce que c'est selon la sensibilité Tout à fait. de chaque personne. Ouais. Moi, je pense qu'il faut s'écouter. Merci Ina de nous avoir reçus dans ton bureau où sont exposées tes photos, ton travail. C'était vraiment un plaisir de te recevoir dans Culturec. C'est partagé. Merci beaucoup. Toi aussi de t'être déplacé. Et vraiment, merci pour ce moment. Alors, merci à Ina Thiam, alias Ina Makuzi, pour cette interview au cours de laquelle elle s'est livrée. Elle y évoque un passé assez douloureux qu'elle tente d'exorciser à travers l'image. Est-ce que l'art, en général, Germaine, sert à extérioriser nos sentiments, à révéler ce que nous avons de plus enfoui en nous? Est-ce que la danse a été un exutoire pour Germaine? Certainement. Certainement. Parce que je danse, ouais, c'est vrai, pour exprimer les sentiments, mais la danse est faite pour exprimer les sentiments les plus profonds que nous avons en nous. Et comme je dis, la danse, quelquefois, je trouve que la danse peut être aussi le levier pour former et éduquer les gens. Par exemple, dans les villages, si on va dans les villages pour éduquer pour parler de pas de plastique dans les rues, on peut éduquer, parce que la danse, on ne parle pas au départ, on ne parle pas. Mais, suivant l'éducation, suivant la culture de la personne, suivant dans l'état d'âme où cette personne est, comme le corps ne ment pas, elle peut sentir tout ce que nous voulons dire. Vous voyez? Et mon premier solo, ça a été du président, c'était venu par moi du président Senghor, que c'était à la radio, c'était un mot du camarade. Je me demandais comment j'ai pu prendre du thème de la Cora. Avec lui, j'ai fait la musique sur la voix de Joseph Sodeille. C'était un poème que j'ai lancé justement pour les 70 ans, les 7 fois 10 ans du président Senghor. Il y avait César, il y avait Damas. Donc, c'était, je venais de divorcer. Donc, ce poème m'a aidé à sortir de cette douleur de divorce. Il m'a donné un don que je cultive. J'ai la chance de pouvoir le cultiver et je lui demande à Dieu que je le cultive longtemps. Et dans le village de Timaptara, il y a une photo de l'année amie, parce que nous y a et tout le monde tourne.
des mêmes amis. Alors, il y a aujourd'hui au Sénégal, grâce à des pionnières comme vous, des précurseurs comme vous, une floraison de danse et de danseurs. En tant que technicienne, Germaine, quel regard portez-vous sur la danse d'aujourd'hui, sur les danseurs d'aujourd'hui? Eh bien, je trouve par exemple le hip-hop ou d'autres danses vraiment artistiques, je trouve extraordinaire les jeunes Sénégalais ici. Il y a Gassira Diagne voilà, qui est extraordinaire, qui fait des battles, voilà. Et d'ailleurs, Gassira aussi fait partie de notre équipe pour faire la Biennale de la danse. Mais je les trouve ces jeunes merveilleux. Et justement, je pense qu'il y aura des jeux de la jeunesse. Ils sont en train de se préparer. Oui, les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. Oui. Voilà. Et ils sont d'un dynamisme et d'une croyance. Et je les encourage. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, le musée dynamique. Il y a eu l'école des beaux-arts, il y a eu Moudra Afrique. Dakar fut, dans les années 60, entre 60 et 80, une cité, comme j'ai l'habitude de le dire, mais surprenante de l'art. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Malheureusement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que cela vous fait pour vous qui l'avez vécu? Mais moi, j'ai vécu ça et c'est quand même quelque chose qui me fait mal au cœur. Parce qu'on est dans la danse. Le théâtre, vraiment, la musique continue, hein, la musique continue, et le théâtre, la danse, tout ça. Et quand je vois le Burkina Faso, hein, qui a des danseurs, des écrivains, le Congo Brazzaville, des écrivains, hein, mais heureusement, l'art classique continue, hein. On a quand même l'art classique. Et vraiment, il faut continuer à garder Dakar. Continuer, et nous, on aura la Biennale de la danse. Il faudrait que Dakar retrouve cette vitalité, cette créativité, où ça bouillonnait, hein. Ça bouillonnait, et maintenant, il y a d'autres villes qui nous dépassent, pas qu'on dorme sur le laurier, hein. Il ne faut pas dormir sur le laurier, il faut qu'on continue, mais en tout cas, avec la jeunesse, je crois qu'ils bougent, et s'ils bougent, et qu'ils bougent ensemble, ils auront bien le trouble. Nous saurions terminer cette interview, Germaine, sans parler des femmes. C'est le mois de mars, naturellement, le mois dédié aux droits des femmes. C'est quoi être une femme, Germaine Apigny? Pour moi, être une femme, ce n'est pas forcément rester à la maison. Mais on a des femmes extraordinaires qui vont marcher, qui vont pas au marché, qui ont des enfants et qui ont leur mari qui partent par les pirogues et qui, eux, ces femmes, qui donnent à trouver, à manger à leurs enfants, à l'éducation. Nous, on fait ça ici. Ces femmes qui ne baissent pas les bras, hein. Ce sont ces femmes-là que j'aime. Alors, derrière tout grand homme se cache une grande dame, mais généralement, derrière toute grande dame également se cache un grand homme, un grand monsieur de l'ombre. On sait que Helmut, votre époux, a été de tous vos combats. Un témoignage sur votre compagnonnage? Voilà. Donc, Helmut, je l'ai rencontré à l'intermédiaire de mon Afrique. Et j'ai été en Europe pour, et lui, il a accepté, parce que il connaissait pas l'Afrique. Il n'avait pas du tout l'intention de vivre en Afrique. Mais il a vu mon danse africaine. Il venait de changer sa vie à plusieurs reprises. Et quand il a vu ce livre, parce qu'il avait dit qu'il allait ouvrir un studio de danse avec une amie qui était danseuse, il a vu ce livre, il a dit, il faut qu'on apporte cette danse contemporaine en allemand. Et là, il a écrit pour me rencontrer. C'est en 82. Et donc, je lui ai dit soit de venir au Sénégal, ou j'avais un stage avec Maurice Desjardins
à Aix-en-Provence. C'était plus facile pour lui de prendre l'aventure, de venir à Aix-en-Provence. Et on s'est rencontrés, et depuis ce jour, on s'est pas quitté. Et il a décidé de me suivre en Afrique et de vraiment de faire l'école avec moi. C'est de tous les grands motifs et de tous les combats. Et vraiment, je le remercie. Et je sais que nous avons d'autres combats à mener. Et vraiment, je le remercie de tout mon cœur. En tout cas, on vous souhaite une longue vie et une santé en acier à tous les deux pour pouvoir justement relever d'autres défis. Je suis consciente qu'il y a plein de défis qui sont encore devant vous. C'était un plaisir, mais vraiment, de faire cette émission avec vous, Germaine Acogny. Comme je l'ai dit à l'entame de mon sommaire, c'est un monument. Vous avez reçu des prix, vous bénéficiez d'une reconnaissance prestigieuse partout dans le monde. Juste un petit rappel, je le disais donc tout à l'heure en démarrant l'émission, en 2014, vous avez été classé parmi les 50 personnalités africaines les plus influentes dans le monde, selon le magazine Jeune Afrique. En 2019, vous receviez le prix d'excellence de la CEDEAO dans la catégorie des arts et des lettres. En 2021, lors de la Biennale de Venise, vous avez décroché le Lion d'or de la danse. Tout dernièrement, c'est le prix Nonino, maître de notre temps, qui vous a été décerné. Nous avons reçu aujourd'hui dans Culturel une très grande dame. Et c'est un réel plaisir de faire cette émission avec vous. Et bien moi, c'est un réel plaisir de vous recevoir. Et je dis amis, amis, amis à tout gouvernement. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi Culturel et à très très vite pour une prochaine émission.